Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 janvier 2025 du live de TV Finance. Et pour continuer à décortiquer l'actualité et son impact sur les marchés financiers, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous aider à comprendre comment les marchés actions évoluent et surtout pourquoi ils évoluent. Avant de revenir sur les principaux faits saillants de la semaine qui va du jeudi au jeudi, pouvez-vous nous rappeler quelle a été la performance hebdomadaire des actifs que vous suivez ? Elle a été très positive puisqu'on est en hausse à peu près de 2% des deux côtés de l'Atlantique. On est 1,9% pour le CAC 40 et 2% pour le S&P 500. C'est donc une reprise de la tendance fortement haussière des deux côtés de l'Atlantique avec une baisse continue de l'euro contre le dollar. Donc un petit demi% cette semaine. Ok, très clair. La première actualité qui effectivement a fait bouger les marchés financiers cette semaine, c'est la baisse, le ralentissement surprise de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Alors, c'est effectivement une interprétation de marché qui est favorable. Les données elles-mêmes peuvent toujours donner à discussion parce que, comme le montre le graphique, l'inflation est passée depuis septembre dernier de 2,4 à 2,9 en rythme annuel, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais bon, les 2,9 qui ont été publiés avant-hier étaient effectivement en ligne avec les attentes. La véritable information, c'est que le core CPI, donc c'est-à-dire l'inflation en dehors de ses composantes les plus volatiles, a très légèrement régressé à 3,25, donc on passe en deuxième décimale, donc c'est assez cocasse, parce que finalement on montre jamais les chiffres avec une deuxième décimale, donc là on a montré que c'est 3,25 au lieu de 3,3, donc c'est une légère baisse du core CPI, donc effectivement on peut considérer que c'est un ralentissement de l'inflation. Alors ce n'est pas une augmentation, ce qui est déjà une bonne chose, et donc au total le marché a très bien interprété cette nouvelle et a expliqué, ce qui explique en bonne partie la belle hausse de cette semaine. Même s'il existe un risque de complaisance des marchés financiers, parce que comme vous le dites, 3,25, si on dézoome sur 7 mois, l'inflation core, donc cette inflation sous-jacente aux États-Unis, elle évolue entre 3,2 et 3,3. On est très loin des objectifs de 2% de la Réserve fédérale américaine. C'est 1% de plus que l'objectif de la Fed, qui est à 2, et donc entre le core et le pas core, en quelque sorte, on est à 3, et donc c'est 1% de trop. C'est 1% de trop. Résultat, effectivement, on va suivre ça avec attention. C'est le thème de ce début d'année, de toute façon. Quoi qu'il arrive, on poursuit ce tour d'horizon de l'actualité avec de la microéconomie. La saison des résultats s'est ouverte mercredi dernier avec, comme de façon traditionnelle, les valeurs bancaires américaines qui ont publié des résultats solides. Alors, c'est des résultats plus que solides. C'est des résultats gigantesques, exceptionnels. Il n'y a pas de superlatif suffisant pour simplement citer ce chiffre. 58,5 milliards de dollars de bénéfices nets après impôts. Pour l'exercice 2024, pour JP Morgan, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. C'est plus d'1 milliard par semaine. C'est 185 000 euros par salarié. C'est une statistique qu'on n'utilise pas assez. Ça se compare à 60 000 pour BNP Paribas, par exemple. Donc, un salarié de chez JP Morgan rapporte, entre guillemets, ou crée 3 fois plus de profit net après impôt qu'un salarié de BNP Paribas. Et sans parler des écarts de capi qui sont gigantesques, effectivement. Donc, on a une bonne nouvelle. C'est bien sûr une bonne nouvelle que d'avoir une telle génération de profit, d'autant que les tendances ou les augures sont favorables puisque la performance bénéficiaire de 2025 devrait être encore supérieure à 2024 parce qu'effectivement, notamment, le marché des fusions-acquisitions est en train de reprendre, ce qui permettra aux banques américaines de facturer et des commissions de conseil et des crédits éventuellement associés à ces opérations de fusion-acquisition. Ok, on va rester dans ce domaine de la micro. 2024 a été l'année du versement des dividendes. Oui, c'est une bonne nouvelle aussi qu'il faut rappeler, qui est la base, je dirais, qui est un atout important des actions par rapport à d'autres actifs, c'est son rendement, le rendement du dividende qui est versé par les entreprises, qui est de 3 à 3,5%, et dont la masse va augmenter de 8% cette année, et comme l'année prochaine pour la France, par exemple. Donc c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle, ça montre que l'attrait principal des actions, ça demeure la capacité des entreprises à faire des profits et à verser des dividendes. Je parle de dividendes et pas de rachat d'actions. Vous savez que moi, je suis
suis totalement opposé au rachat d'actions depuis toujours. Le dividende est beaucoup plus tangible, crédible. C'est un revenu cash, alors que le rachat d'actions est une obole qui est faite au marché, mais qui n'est pas faite directement à l'actionnaire. Enfin, c'est une parenthèse, mais en tout cas, on a une bonne nouvelle à nouveau cette semaine avec la confirmation de la progression des dividendes, alors que 2024 avait été décevant en ce qui concerne les bénéfices. Ok, 3 bonnes nouvelles. Il fallait en trouver une négative. Elle vient inévitablement de l'Allemagne. L'Allemagne qui a publié son PIB annuel qui ressort en contraction. Alors voilà, c'est vrai que la 4e nouvelle était plutôt négative. On aurait pu imaginer une autre nouvelle négative, à savoir la hausse des prix du pétrole, qui a dépassé $80 le baril. Mais donc on peut considérer qu'il y a quand même une nouvelle négative cette semaine, à savoir la confirmation donc, de cette baisse d'activité de l'économie allemande, donc moins 0,2 après moins 0,3 l'année précédente. Deuxième année consécutive de baisse de PIB, baisse symbolique, mais plus significative que la dernière baisse à laquelle on a pu enregistrer en 2002-2003, donc il y a plus de 20 ans. On a eu 2 baisses consécutives de PIB en Allemagne. À l'époque, c'était un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'on avait une double récession aux États-Unis. On avait un phénomène très très clair là-dessus, alors que aujourd'hui c'est très différent. C'est une stagnation durable, et les phénomènes, je dirais, qui expliquent cette stagnation sont structurels. Donc c'est quelque chose de plus inquiétant et bien sûr négatif pour cette semaine. C'est en quelque sorte la fin du modèle industriel allemand qui se dessine à la lecture de ces niveaux de croissance économique. Résultat, eh bien la synthèse est positive cette semaine. Elle est positive de plus 2, donc c'est vrai que ça suit une longue série de synthèses négatives, donc plus 2 essentiellement du côté des entreprises. Donc ces entreprises qui à nouveau viennent à la rescousse, la sphère réelle qui vient à la rescousse, donc de la sphère financière, cette sphère réelle et cette sphère du côté des entreprises, avec donc les bénéfices plantureux des banques américaines et les dividendes des entreprises européennes qui donc nous mettent dans le vert cette semaine. Ok, très clair. Pour autant, est-ce que vos recommandations d'investissement ont changé? Alors on est toujours à l'achat sur les actions américaines à 100%, donc clairement achat actions américaines. On l'est moins sur l'Europe. Depuis quelques semaines, on a 85. C'est vrai qu'en Europe, il y a certaines incertitudes importantes au niveau du risque. Donc, notre mesure du risque reste un peu compliquée, alors que notre mesure de la dynamique des prix s'est légèrement redressée cette semaine. On le voit sur le graphique. Et peut-être, probablement, dans le cadre de ce qu'on a pu voir sur le secteur du luxe, notamment, on peut l'espérer, continuer à légèrement progresser, ce qui permettra de rajouter des arguments favorables aux actions européennes. Donc 85%, ça reste une exposition significative sur les actions. Exactement, mais ce que vous nous dites entre les lignes, c'est que potentiellement cette exposition de 85% pourrait évoluer vers 100%. Elle peut toujours évoluer dans le futur, on ne le sait pas aujourd'hui. On reste modeste là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, nous restons donc un peu moins exposés aux actions européennes qu'aux actions américaines. Très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment l'actualité, qu'elle soit micro, macro, géopolitique, politique, impact monétaire, impact les marchés actions, et finalement en quoi vos recommandations d'investissement en sont éventuellement changées. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec David Furcage, président d'AOF Capital, qui va nous expliquer comment les indices, les principaux actifs mondiaux évoluent et comment éventuellement on peut s'y placer. À tout de suite sur Téléfinance.